Elle vivait comme une ombre dans le manoir, où elle aurait dû être une fille, mais était traitée comme une parente indésirable. Il était un baron-colonel veuf, au cœur fermé. Cet après-midi-là, dans l'arrière-pays provençal, quand Éléonore de Valois préparait un banquet pour trouver un riche époux à sa fille, elle ne s'imaginait pas que sa nièce, enfermée dans sa chambre, était sur le point de tout changer. Soyez les bienvenus au conte d'époque. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Béatrice et Raphaël. Un voyage d'amour impossible, de vérité cachée et un destin qui triomphe de toutes les cruautés. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous suivez. Si vous aimez les histoires d'époque émouvantes, abonnez-vous maintenant et activez la clochette. Préparez votre cœur, car cette histoire vous fera soupirer, pleurer et croire que le véritable amour trouve toujours son chemin. Commençons. Cet après-midi de janvier 1867, le manoir colonial d'Éléonore de Valois était en effervescence avec les préparatifs frénétiques du dîner le plus important que cette famille recevrait de toute son histoire. Le soleil ardent de l'arrière-pays provençal martelait les tuiles de terre cuite de l'imposante construction à 2 étages, avec ses fenêtres en bois peintes d'un bleu délavé et ses balcons ornés de dentelures qui avaient connu des jours meilleurs. Éléonore de Valois, tante de Béatrice, était une femme amère de 47 ans, qui avait dilapidé la fortune héritée de son défunt mari, le baron Jacques de Valois, par des dépenses insensées au fil des ans. Elle criait des ordres aux domestiques, tandis que ses 2 filles se préparaient à l'étage avec un nervosisme visible, imprimé sur leurs visages moites de chaleur. Isabelle, l'aînée de 20 ans, fille envieuse et cruelle comme sa mère, choisissait parmi 3 robes coûteuses achetées à crédit spécialement pour cette soirée décisive. Les robes étaient étalées sur le lit à baldaquin, chacune plus élaborée que l'autre, avec des dentelles, des rubans et des broderies, qui avaient coûté de petites fortunes qu'Éléonore ne possédait plus. Juliette, la cadette de 14 ans, douce et gentille contrairement à sa mère et à sa sœur, aidait Isabelle, qui cassait des objets quand elle était trop anxieuse, comme elle l'avait fait quelques minutes auparavant en faisant tomber un flacon de parfum français sur le parquet ciré. Le baron Raphaël de Tavès et son père Antoine devaient venir dîner, et Éléonore misait tout sur cette unique opportunité d'obtenir le mariage entre Isabelle et le baron veuf, riche et puissant, et propriétaire de la plus grande plantation de cacaoyers de toute la région. Le domaine de Sainte-Croix-du-Val était connu dans toute la région avec ses interminables plantations de cacaoyers qui s'étendaient à perte de vue. Une imposante maison de maître, d'immenses aires où le cacao séchait sous le soleil impitoyable et des centaines de travailleurs. Raphaël de Tavès avait 36 ans. Il était veuf depuis 3 ans. Père d'un petit garçon de 5 ans, nommé Michel, et administrait le domaine d'une main de fer avec son père Antoine, un homme aux cheveux entièrement blancs, qui, à 70 ans, montait encore à cheval et supervisait personnellement la récolte. On disait, dans tout le village, que le baron Raphaël n'avait pas souri depuis qu'il avait perdu son épouse Marie-Hélène lors de l'accouchement de leur 2e fille, née sans vie, emportant sa mère avec elle dans la tombe. On disait aussi que son expression était si sévère et froide qu'elle repoussait toute prétendante, qui s'approchait avec des intentions matrimoniales. Mais Éléonore ne se souciait pas des rumeurs. Elle avait besoin de ce mariage. Les dettes l'étouffaient comme des mains invisibles autour de son cou, et les créanciers menaçaient déjà de saisir le manoir si elle ne payait pas dans les 6 mois. Isabelle était belle, vaniteuse et suffisamment ambitieuse pour séduire le baron veuf. Ou du moins, c'est ce qu'Éléonore se répétait en vérifiant pour la 5e fois si l'argenterie était dûment polie et si les nappes en lin blanc étaient impeccablement repassées. À l'étage, enfermée dans sa petite chambre au fond de la maison, Béatrice Moreau était assise au bord du lit étroit quand elle entendit les pas lourds de sa tante montant l'escalier à la hâte. Elle avait 23 ans, les cheveux noirs ondulés, qui tombaient en cascade naturelle dans son dos, des yeux noisettes en amande qu'elle avait hérités de sa mère Claire Moreau,
et une beauté éblouissante qui lui causait des problèmes constants avec sa tante envieuse. 12 ans s'étaient écoulés depuis son arrivée dans ce manoir, à l'âge de 11 ans, orpheline, venant d'une humble cabane du village, où elle avait été élevée par sa mère dentellière, morte de la fièvre, la laissant seule au monde, sans personne. Claire avait écrit une lettre à sa demi-sœur Éléonore, lui demandant de prendre soin de Béatrice, et Éléonore avait répondu d'un seul mot froid, griffonné sur le papier, « Je m'en occuperai ». Depuis lors, Béatrice vivait dans cette grande maison, recevant les vieilles robes qu'Isabelle et Juliette ne voulaient plus. Elle mangeait dans la cuisine avec les domestiques, n'allait jamais aux soirées ni au bal. Elle entendait tous les jours qu'elle était un fardeau, un poids, une bouche de plus à nourrir. Elle dormait dans cette petite pièce qui servait autrefois de débarras, avec un lit étroit qui grinçait, une vieille armoire en bois vermoulu, une table grossière et une fenêtre donnant sur l'entrée principale du manoir. « Béatrice, où es-tu » La voix stridente d'Éléonore de Valois coupa l'air étouffant, faisant lever Béatrice rapidement et ouvrir la porte en bois qui grinçait sur ses gonds rouillés. Éléonore se tenait dans le couloir étroit, le visage rouge de colère rentré, les yeux durs, évaluant sa nièce avec un mépris qu'elle ne cherchait même plus à cacher. Éléonore était la veuve du baron Jacques de Valois, mort 7 ans auparavant, sans laisser de testament clair. Son mariage avec Jacques n'avait duré que 4 ans, et elle avait hérité de toute sa fortune considérable. Ensuite, elle s'était remariée avec un commerçant portugais et n'avait pas voulu changer le nom de Valois, qui lui conférait du prestige. Elle eut 2 filles avec lui. L'homme l'abandonna pour une autre femme, sans donner d'explication, s'enfuyant à Marseille et la laissant seule avec les petites filles. Les cheveux châtains d'Éléonore étaient tirés en un chignon serré qui tirait la peau de son front. La robe vert foncé en tissu coûteux, mais choisi sans aucun goût, accentuait l'amertume qui marquait chaque ligne de son visage, vieilli par une colère constante contre le monde entier. Elle avait hérité de toute la fortune et des propriétés de Jacques de Valois, mais avait tout détruit par des luxes inutiles, des fêtes extravagantes, des robes importées, des bijoux coûteux et une mauvaise gestion, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce manoir et des dettes qui augmentaient, étouffant tout espoir de jours meilleurs. « Écoute bien ce que je vais te dire et ne me fais pas répéter », dit Éléonore d'une voix basse et dangereuse, pointant du doigt le visage de Béatrice comme une lame affûtée. « Ce soir, le baron Raphaël de Tavès et son père Antoine dînent ici. C'est l'occasion pour Isabelle de conquérir le baron et d'apporter le mariage dont cette famille a désespérément besoin pour survivre. Tu n'apparaîtras pas, tu as compris ?» Clairement, Béatrice baissa les yeux dans la soumission qu'elle avait apprise au cours de ces 12 dures années de rejet constant et silencieux. Elle connaissait bien ce ton de voix. Elle connaissait le danger qui planait quand Éléonore parlait ainsi, avec ce calme mortel qui précédait de terribles tempêtes. « Oui, tante Éléonore, » murmura-t-elle doucement, d'une voix presque inaudible, les mains entrelacées devant la simple robe de cotonnade délavée qu'elle portait. Une robe qu'Isabelle avait jetée 2 ans auparavant pour une petite déchirure à l'ourlet. Éléonore continua avec une cruauté visible, étincelante dans ses yeux sombres. « Isabelle doit briller seule ce soir, sans aucune concurrence. Je ne peux pas risquer que ta beauté vole l'attention que ma fille mérite de recevoir du baron veuf. Tu sais très bien que tu es trop belle pour ton propre bien. Béatrice l'a toujours été, ta mère aussi, et regarde où cela l'a menée. » Béatrice ressentit la piqûre familière de la douleur dans sa poitrine en entendant sa mère mentionner de cette façon cruelle et méprisante. Claire Moreau avait été une femme honorable, travailleuse, qui avait élevé sa fille seule, réalisant les plus belles dentelles au fuseau de tout le village. Mais Éléonore insinuait toujours des choses horribles, salissant toujours la mémoire de sa sœur avec du venin. « Tu resteras enfermée ici dans cette chambre comme si tu n'existais pas, » continua Éléonore, faisant un pas en avant, envahissant le petit espace. « Marianne te portera de la nourriture plus tard, en cachette. Ne fais pas de bruit. Reste tranquille jusqu'à ce que les invités partent demain après-midi sans causer de problème.
et ne pense même pas à apparaître à la fenêtre. Si je te vois épier, tu le regretteras amèrement. » Et avec ces mots finaux, prononcés comme des sentences, Éléonore fit demi-tour et ferma la porte avec force, tournant la clé dans la serrure de l'extérieur. Le son du métal raclant le mécanisme rouillé résonna dans la petite pièce, comme une condamnation. Béatrice entendit les pas lourds de sa tante descendant l'escalier en bois qui grinçait sous son poids. Puis, le silence étouffant revint, engloutissant tout. Béatrice marcha lentement jusqu'à la fenêtre étroite et appuya son front sur la vitre chaude par le soleil de l'après-midi. En bas, elle pouvait voir les domestiques courir d'un côté à l'autre, transportant des services en argent, arrangeant les chaises sur la véranda couverte, où le dîner serait servi quand le soleil se coucherait et que la brise du soir soulagerait la chaleur insupportable. Elle pouvait voir les poules grattant le sol de la cour, les chiens dormant à l'ombre du manguier centenaire, le portail en fer forgé qui donnait sur le chemin de terre battue. Le poids de la solitude serra sa poitrine comme des mains invisibles qui ne la laissaient pas respirer correctement. Encore une nuit invisible dans sa propre maison, où elle n'avait jamais été vraiment la bienvenue. Encore une nuit à entendre les rires et les conversations de l'extérieur, tandis qu'elle restait enfermée comme prisonnière d'un crime qu'elle n'avait jamais commis. Le crime d'être trop belle, le crime d'être la fille de Claire Moreau, la pauvre dentellière qu'Éléonore avait toujours méprisée. Béatrice ferma les yeux, sentant les larmes chaudes couler lentement sur son visage, mais elle les essuya rapidement avec le revers de la main. Ça ne servait à rien de pleurer. Ça ne servait jamais à rien. Les larmes ne changeaient rien, n'ouvraient pas les portes, ne réchauffaient pas les cœurs froids comme la pierre. Elle l'avait appris pendant les 12 années passées là. Le soleil commençait à descendre, teignant le ciel d'orange et d'or, quand finalement le carrosse noir et élégant apparut au portail principal de la propriété, tiré par 4 magnifiques chevaux au pelage brillant. Béatrice retint sa respiration, observant de la fenêtre, tandis que 2 hommes descendaient avec des mouvements fermes et assurés. Le premier était Antoine de Tavès, un homme âgé, aux cheveux entièrement blancs, tirés en une queue de cheval basse, la posture légèrement courbée qui révélait ses nombreuses années vécues sous le soleil implacable de la région. Il portait des vêtements sobres, mais en tissu noble, et tenait une canne en bois sculpté, qui ressemblait plus à un ornement qu'à une nécessité. Le second était Raphaël de Tavès, le baron de 36 ans, veuf, qui vivait sur son domaine avec son père Antoine et son jeune fils Michel depuis qu'il avait perdu son épouse. Raphaël était grand, aux épaules larges et à la posture droite comme une lance. Les cheveux noirs, légèrement ondulés, peignés en arrière avec précision, portant un frac sombre en tissu noble qui brillait sous la lumière dorée du crépuscule. Il avait la barbe bien taillée qui encadrait son visage anguleux, et il y avait quelque chose dans sa posture rigide, dans ses épaules tendues, qui transmettait une froideur presque palpable. Béatrice ne pouvait pas voir son visage de cette distance, mais elle remarqua comment il se mouvait avec l'autorité naturelle de celui qui était habitué à être obéi sans question. Elle remarqua aussi la manière dont il regarda le manoir, sans aucune expression visible, comme s'il évaluait une propriété qu'il pensait acheter, et non pas visitait une famille. Il y avait de la froideur chez cet homme, un mur invisible autour de lui, qui semblait écarter toute possibilité de vraie chaleur humaine. Béatrice sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine en l'observant. Ce n'était pas de la peur exactement, c'était plutôt comme une reconnaissance, comme si elle voyait en lui la même solitude qu'elle portait en elle-même, cachée sous des couches de soumission forcée et de longs silences. Éléonore apparut à la porte principale du manoir avec Isabelle et Juliette à ses côtés, faisant des révérences exagérées tandis que les visiteurs montaient les 3 marches de pierre qui menaient à la véranda. Isabelle était éblouissante dans une robe bleu clair à volants et dentelles, les cheveux châtains tirés en un chignon élaboré plein de rubans, le visage soigneusement poudré pour cacher les marques de petites véroles qu'elle avait sur le menton.
Elle esquissait ce sourire forcé que Béatrice connaissait si bien, le sourire calculé de celle qui était à la chasse. Juliette, à côté de sa sœur, portait une robe rose plus simple, et son visage doux ne portait aucun maquillage. Elle était belle d'une manière naturelle et gentille, avec de grands yeux expressifs, des cheveux blonds qui tombaient en boucles lâches, et il y avait en elle une douceur genuine qui contrastait terriblement avec sa mère et sa sœur. Béatrice vit Raphaël saluer Éléonore d'un baisement formel, plutôt froid. Ensuite, il fit de même avec Isabelle et Juliette. Elle vit Antoine sourire gentiment aux jeunes filles, avec cette bonté de grand-père, qui ne s'était pas encore éteinte en lui, malgré les années, et vit quand tous entrèrent dans le manoir, disparaissant de sa vue. Le son des voix monta jusqu'à sa chambre, comme un murmure étouffé, les rires d'Éléonore tentant d'impressionner. La voix stridente d'Isabelle, parlant trop fort, trop anxieuse, et sous tout cela, une voix masculine grave qui devait être celle de Raphaël, répondant en monosyllabes polis, mais clairement désintéressée. Béatrice s'éloigna de la fenêtre et s'assit sur le lit étroit qui grinça sous son poids. La chambre s'assombrissait à mesure que la nuit avançait, mais elle n'alluma pas la lampe. Elle préféra rester là, dans la pénombre croissante, écoutant les sons lointains de la vie se déroulant sans elle. Marianne apparut presque 2 heures plus tard, quand la nuit était déjà tombée complètement et que les étoiles brillaient dans le ciel sans nuages. Béatrice entendit la clé tourner dans la serrure et se leva rapidement quand la porte s'ouvrit, révélant la femme de chambre de 30 ans qui était sa seule amie véritable dans cette maison. Marianne était une femme à la peau foncée, aux yeux intelligents et bienveillants, qui travaillait au manoir depuis l'arrivée de Béatrice 12 ans auparavant. Elle avait été l'esclave de Jacques de Valois, mais il l'avait affranchie avant de mourir, et Marianne avait choisi de rester travailler pour un salaire, car elle n'avait nulle part où aller. Au fil des ans, elle et Béatrice avaient développé une amitié profonde, basée sur une solitude partagée et une compréhension mutuelle. « Je t'ai apporté à manger, ma petite », dit Marianne doucement, entrant rapidement et fermant la porte derrière elle. Elle portait un plateau couvert d'un linge en lin blanc. Il y a du poulet en ragoût, un accompagnement de légumes, une semoule grillée et un dessert à la noix de coco. J'ai tout pris en cachette avant qu'Éléonore ne s'en aperçoive. Béatrice sentit son ventre gargouiller en sentant l'odeur de la nourriture. Elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner frugal que Marianne lui avait apporté tôt le matin. « Merci, Marianne, tu prends toujours soin de moi. » Marianne posa le plateau sur la table grossière et se tourna vers Béatrice, l'expression préoccupée sur son visage, marquée par les rides de l'inquiétude. « Comment vas-tu, ma fille? Tu tiens le coup ?»« Je vais bien, » mentit Béatrice avec un faible sourire. « Ce n'est qu'une nuit de plus enfermée, j'ai déjà vécu ça auparavant. »« Ce n'est pas normal, Béatrice, ce n'est pas normal du tout. » Marianne secoua la tête avec tristesse. Tu fais partie de la famille, tu devrais être en bas avec les autres, portant une jolie robe, mangeant à table, conversant avec les visiteurs, pas enfermée ici comme une prisonnière. Tante Éléonore a peur que je vole l'attention d'Isabelle, dit Béatrice, avec une amertume qu'elle se permettait rarement de ressentir. Elle a peur que le baron me regarde et ne veuille plus regarder Isabelle. Elle a raison d'avoir peur, dit Marianne avec conviction. Parce que tu es 10 fois plus belle qu'Isabelle et 100 fois plus gentille. N'importe quel homme avec un peu de bon sens te préférerait. Béatrice soupira profondément, se rasseyant sur le lit. Peu importe, Marianne, de toute façon, un homme comme le baron Raphaël ne regarderait jamais une jeune fille pauvre sans dot comme moi. Il a besoin d'une épouse qui apporte de la richesse, pas d'une bouche de plus à nourrir. Tu ne sais rien de cela, argumenta Marianne. On dit qu'il est riche, qu'il n'a même pas besoin de dot. On dit que son domaine réalise des profits qui frôlent l'incroyable. Peut-être qu'il veut une vraie épouse, pas une chasseuse de fortune comme Isabelle. Béatrice ne répondit pas. Ça ne servait à rien de nourrir des espoirs impossibles. Ça ne servait à rien de rêver de choses qui n'arriveraient jamais.
Elle avait appris à garder ses rêves petits, de la taille de sa petite pièce, parce que les rêves trop grands faisaient mal quand ils se brisaient. « Comment se passe le dîner en bas ?» demanda-t-elle, changeant de sujet tout en commençant à manger le poulet en ragoût, qui était délicieux. Marianne leva les yeux au ciel dramatiquement. Isabelle fait la sotte, riant fort de tout ce que le baron dit, même quand il ne fait aucune blague. Éléonore engage la conversation sur son domaine, posant des questions sur les plantations de cacaoyers, sur le nombre de travailleurs qu'il a, sur la maison de maître. Il est évident qu'elle veut montrer qu'Isabelle serait une bonne administratrice. « Et le baron ?» demanda Béatrice, sentant une étrange curiosité pour cet homme froid qu'elle avait vu de loin. « Que fait-il » Il mange en silence, répondant poliment mais brièvement, regardant son assiette la plupart du temps. Marianne fit une pause significative. Il n'est pas intéressé par Isabelle, Béatrice. N'importe qui avec un peu de bon sens le voit. Il n'est venu que parce que son père l'a demandé, parce qu'il est trop poli pour refuser une invitation, mais il n'est pas intéressé. Béatrice sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine en entendant cela. Ce n'était pas du soulagement exactement. C'était plutôt de la curiosité. Qui était cet homme qui semblait si fermé, si froid, si complètement désintéressé par tout ce qui l'entourait? Qu'est-ce qui l'avait rendu ainsi? La mort de son épouse, la solitude d'élever un fils sans mère, ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus ancien, qui avait gelé son cœur? Et Juliette est un ange, comme toujours, continua Marianne avec un sourire affectueux, conversant avec Monsieur Antoine sur les chevaux du domaine, le faisant rire avec des histoires. Cette jeune fille a un cœur en or. Elle n'a rien hérité de sa mère ni de sa sœur. « Juliette a toujours été gentille avec moi, » dit Béatrice avec une affection genuine. « Même quand Isabelle et tante Éléonore me traitaient mal, Juliette avait toujours des mots bienveillants. Parfois, elle m'apporte des fleurs du jardin en cachette. Parfois, elle monte ici juste pour converser quand les autres sont absents. »« Elle t'aime vraiment, » acquiesça Marianne. « Et tu sais que si elle le pouvait, elle changerait tout ça, mais elle est trop jeune, trop faible pour affronter sa mère. » Béatrice termina de manger en silence, pendant que Marianne racontait plus de détails sur le dîner. Elle parla de la façon dont Éléonore avait servi les meilleurs vins qu'elle avait pu acheter à crédit, de la façon dont elle avait commandé un festin de plats régionaux variés, le tout pour impressionner les visiteurs. Elle parla de la façon dont Isabelle avait renversé du vin sur la nappe de nervosité et avait feint que ce n'était pas elle. « Je dois retourner avant qu'il ne remarque mon absence, » dit Marianne, prenant finalement le plateau vide. « Tu vas bien rester ici seule ?»« Oui, » répondit Béatrice avec un sourire plus genuin. « Merci pour tout, Marianne, de prendre soin de moi, d'être mon amie quand personne d'autre ne l'est. » Marianne posa le plateau et serra Béatrice dans ses bras avec force, avec cette tendresse maternelle que la femme de chambre avait toujours démontrée. « Tu es comme une fille pour moi, ma petite. Un jour, les choses s'amélioreront, tu verras. Un jour, tu quitteras ce manoir et tu auras la vie que tu mérites. » Béatrice voulut croire. Elle voulut croire de toutes ses forces, mais 12 ans de rejet lui avaient appris à ne pas attendre de miracle. Marianne sortit, refermant la porte à clé, et Béatrice resta seule dans l'obscurité de la chambre éclairée seulement par la lumière argentée de la lune qui entrait par la fenêtre. Elle s'allongea sur le lit étroit, tout habillée, regardant le plafond fissuré, écoutant les sons étouffés des voix en bas. Et ce fut alors, à ce moment de solitude absolue, que Béatrice entendit quelque chose de différent. Des pas sur la véranda, des voix qui conversaient, et parmi elles, cette voix masculine grave qui devait appartenir au baron Raphaël. Elle ne put résister. Elle se leva silencieusement et marcha jusqu'à la fenêtre, restant dans l'ombre pour ne pas être vue. En bas, sur la véranda éclairée par des lampes à pétrole, elle pouvait voir les silhouettes se mouvoir. Éléonore gesticulait animément. Isabelle riait fort, couvrant sa bouche avec un éventail. Juliette était assise tranquillement sur une chaise à bascule, et Raphaël. Raphaël était debout, appuyé sur la balustrade en bois, regardant la nuit étoilée avec une expression distante.
Même de cette distance, Béatrice pouvait voir la tension dans ses épaules, la rigidité de sa posture. Il semblait complètement déconnecté de la conversation qui se déroulait derrière lui, complètement plongé dans ses propres pensées sombres. Béatrice sentit cet étrange pincement à nouveau, une reconnaissance, comme si elle regardait dans un miroir et voyait un autre solitaire la regarder en retour, un autre cœur fermé, une autre âme blessée se cachant derrière des murs trop hauts. Et ce fut à ce moment, alors qu'elle l'observait complètement absorbée, que cela arriva. Béatrice se pencha trop, essayant de mieux voir, et son coude heurta le pichet d'eau qui se trouvait sur le rebord étroit de la fenêtre. Le pichet tomba, faisant un bruit retentissant en se brisant contre les pierres du chemin en bas. Béatrice recula rapidement, le cœur battant à tout rompre de frayeur et de peur. Mais il était déjà trop tard. En bas, Raphaël de Tavès tourna brusquement la tête dans la direction du son. Et même dans la pénombre, même avec la distance entre eux, Béatrice sentit quand ses yeux trouvèrent la fenêtre de sa chambre. Elle sentit quand il la vit là, une ombre dans l'obscurité, une présence qui ne devait pas être là. Pendant une seconde, qui sembla une éternité, ils restèrent ainsi, elle cachée dans l'ombre de la chambre interdite, ils regardant vers le haut avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer à cette distance. « Hein, quel était ce bruit ?» entendit Béatrice la voix d'Éléonore demander, alarmée. « Ce n'était rien, » répondit Raphaël sans quitter des yeux la fenêtre de Béatrice. « Ça doit être un chat qui a fait tomber quelque chose. » Mais sa voix sonna différemment, curieuse, intriguée, comme s'il savait exactement ce qu'il avait vu et était en train de décider quoi faire de cette information. Béatrice s'éloigna rapidement de la fenêtre, le cœur battant si fort qu'il lui faisait mal à la poitrine. Elle s'appuya contre le mur froid, respirant profondément, essayant de se calmer. Qu'est-ce qui venait de se passer? L'avait-il vu? Avait-il reconnu une personne à la fenêtre ou juste une ombre indistincte? Et pourquoi? Pourquoi cette voix grave et froide avait-elle semblé changer de ton quand il avait menti à propos du chat? Béatrice n'avait pas de réponse. Elle n'avait que cette sensation étrange dans sa poitrine, ce pressentiment inexplicable que quelque chose venait de changer, qu'une porte venait de s'entr'ouvrir, et que le destin venait de faire le premier pas dans une danse qu'elle ne savait même pas qu'elle commençait. Elle retourna au lit et se rallongea, mais le sommeil ne vint pas. Elle resta là, éveillée pendant des heures, écoutant les sons du dîner se terminant, des gens allant se coucher, du manoir devenant silencieux à mesure que la nuit avançait. À un moment donné avant l'aube, alors que les étoiles commençaient à disparaître du ciel et que les premiers rayons de soleil teintaient l'horizon de rose et d'or, Béatrice finit par s'endormir avec une pensée étrange résonnant dans son esprit. Cet homme froid, au regard distant, l'avait vue. Il avait menti pour la protéger d'être découverte, et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi. Pourquoi un étranger protégerait-il une jeune femme qu'il ne connaissait même pas, dont il ne savait même pas qu'elle existait? Béatrice ne savait pas, mais quelque chose en elle, quelque chose qui venait du fond de son âme blessée, murmura un seul mot, avant que le sommeil ne vienne enfin. Espoir. Béatrice se réveilla au premier rayon de soleil, entrant par la fenêtre et illuminant son visage. Pendant un moment confus, elle ne sut où elle était, jusqu'à ce que la réalité revienne avec un poids familier. La petite pièce exiguë, la porte verrouillée, la vie de parente indésirable. Mais il y avait quelque chose de différent ce matin-là. Il y avait une sensation étrange dans sa poitrine, une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à nommer. Et puis elle se rappela, le pichet tombant, Raphaël regardant vers le haut. Ce moment suspendu dans le temps, quand elle avait eu la certitude absolue qu'il l'avait vue à la fenêtre, même n'étant qu'une ombre dans l'obscurité. Béatrice se leva rapidement et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant en bas, où le pichet cassé était encore éparpillé en morceaux sur les pierres du chemin. Personne n'avait encore nettoyé. Il était trop tôt. Les domestiques n'avaient pas encore commencé leur tâche matinale. En bas, le manoir dormait encore en silence. Les poules commençaient à gratter le sol de la cour. Un coq chanta, rompant le silence du matin.
et Béatrice resta là, debout, observant, attendant quelque chose qu'elle ne savait même pas quoi. Dans la chambre d'amis, au rez-de-chaussée, Raphaël de Tavès était éveillé depuis des heures. Il n'avait pas réussi à dormir correctement de toute la nuit. Il était resté allongé dans le lit trop confortable, dans les draps trop parfumés, pensant à cette ombre qu'il avait vue à la fenêtre du premier étage, une ombre qui s'était déplacée trop vite pour être un objet, une ombre à la forme trop humaine pour être de l'imagination. Il y avait quelqu'un dans cette chambre, quelqu'un qui ne devait pas être là ou ne devait pas être vu, car sinon, pourquoi Éléonore de Valois avait-elle nié si nerveusement quand il avait posé des questions sur cette pièce pendant le dîner? C'est juste une chambre d'amis vide, avait-elle dit trop vite, regardant de côté, tripotant nerveusement sa serviette en lin. Nous n'utilisons plus cette pièce, elle a besoin de réparation. Mensonge. Raphaël reconnaissait les mensonges quand il les entendait. Il avait affaire à des commerçants malhonnêtes, des contremaîtres corrompus et des politiciens faux depuis assez longtemps pour développer un instinct aiguisé pour les faussetés. Éléonore de Valois mentait sans vergogne. Raphaël se leva du lit et marcha jusqu'à la fenêtre de la chambre d'amis qui donnait sur les jardins au fond du manoir. Le soleil se levait, peignant le ciel de tons rosés et dorés. Ce serait un matin chaud, comme tous les autres dans l'arrière-pays provençal. Il pouvait sentir la chaleur commencer déjà à monter dans l'air humide. Il se retourna quand il entendit des coups légers à la porte. « Entrez !» dit-il d'une voix encore rauque de sommeil. Antoine de Tavès entra, refermant la porte derrière lui. Son père était habillé pour la journée avec un pantalon de lin et une chemise blanche. Les cheveux blancs peignés en arrière, la barbe taillée. Il regarda Raphaël avec ses yeux bleus perçants qui n'avaient pas encore perdu leur perception aiguisée malgré ses 70 ans. « Tu n'as pas bien dormi », affirma Antoine sans poser de questions. Ce n'était pas une question, c'était l'observation d'un père qui connaissait son fils mieux que quiconque. « Non », admit Raphaël, marchant jusqu'à la bassine de porcelaine où il commença à se laver le visage à l'eau froide. « Je pensais à quoi ?» demanda Antoine, s'asseyant dans un fauteuil au revêtement de velours vert mousse. Ou devrais-je demander à qui? Raphaël s'arrêta, les mains encore mouillées, l'eau coulant sur son visage. Il prit la serviette et s'essuya lentement avant de répondre. « J'ai vu quelqu'un hier soir à la fenêtre du premier étage, cette chambre que Madame de Valois a dit être vide. » Antoine haussa ses sourcils gris avec un intérêt genuin. « Quelqu'un? Qui? » « Je ne sais pas. Il faisait trop sombre pour voir clairement, mais c'était une personne. J'en suis certain. » Raphaël mit la chemise propre qu'il avait préparée la veille. « Et quand j'ai posé des questions sur cette chambre pendant le dîner, Madame de Valois est devenue trop nerveuse. Elle a menti, disant qu'elle était vide. »« Intéressant, » murmura Antoine, caressant sa barbe pensivement. « Très intéressant. Pourquoi quelqu'un cacherait-il une personne dans sa propre maison pendant un dîner? À moins que cette personne ne doive pas être vue, compléta Raphaël, boutonnant sa chemise. Exactement ce que j'ai pensé. Antoine observa son fils avec attention. Il connaissait ce regard. Il connaissait cette expression de détermination qui apparaissait sur le visage de Raphaël quand quelque chose éveillait sa curiosité. C'était la même expression qu'il avait enfant, enquêtant sur des mystères, jeune homme, résolvant des problèmes au domaine, homme concluant des affaires compliquées. « Tu vas découvrir qui c'est, » dit Antoine. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. « Oui, » confirma Raphaël, ajustant son gilet. « Je ne peux pas simplement ignorer. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, père, quelque chose qui ne colle pas. Madame de Valois est trop ambitieuse, sa fille Isabelle est trop intéressée, tout dans cette maison semble trop calculé, mais cette jeune fille, la cadette Juliette, elle est différente, elle a une bonté genuine. » « J'ai remarqué ça aussi, » acquiesça Antoine. « La jeune fille a un bon cœur. Nous avons parlé de chevaux hier et elle a montré une vraie connaissance. Pas seulement une conversation de salon tentant d'impressionner, elle aime vraiment les animaux.
Raphaël termina de se préparer et se tourna vers son père. « Je vais faire un tour sur la propriété avant le petit déjeuner. Peut-être ferai-je quelques découvertes intéressantes. » Antoine sourit légèrement, un sourire qui n'atteignait pas les yeux, mais portait une compréhension profonde. « Fais attention, mon fils. Les mystères révèlent parfois des vérités que nous n'étions pas prêts à connaître. »« Je sais, » dit Raphaël, et quitta la chambre, laissant son père seul avec ses pensées. Béatrice était assise sur le lit étroit, essayant de faire de la dentelle avec les matériaux que Marianne lui avait apportés des mois auparavant, quand elle entendit des pas dans le couloir. Des pas différents. Ce n'étaient ni les pas pressés de Marianne, ni les pas lourds d'Éléonore, ni les pas légers de Juliette. C'étaient des pas fermes, mesurés, masculins. Elle se figea, le coussin de dentelle dans les mains, le cœur battant à tout rompre. Les pas s'approchèrent de sa porte et s'arrêtèrent. Béatrice retint sa respiration en attendant, mais la porte ne s'ouvrit pas. Tout resta silencieux pendant de longues secondes qui semblèrent des heures. Et puis les pas continuèrent, s'éloignant le long du couloir. Béatrice expira l'air qu'elle retenait, le cœur battant encore trop vite. C'était Raphaël. Il enquêtait, cherchant le propriétaire de l'ombre qu'il avait vu à la fenêtre. Elle se leva silencieusement et colla son oreille à la porte en bois, essayant d'entendre quelque chose. Mais tout ce qu'elle percevait était des sons étouffés venant de l'étage inférieur. Des voix conversant, des assiettes qui tintaient. Le petit déjeuner était servi. Béatrice s'éloigna de la porte et retourna à la fenêtre, son refuge constant. Elle regarda en bas et vit Raphaël sortir par la porte latérale de la maison, marchant vers les jardins au fond. Il était seul, marchait lentement, observant tout autour avec une attention méticuleuse. Elle l'observa tandis qu'il s'arrêtait près des rosiers, regardait le verger de jacquier, marchait jusqu'au poulailler. Il y avait quelque chose de différent en lui, à la lumière du jour, moins froid peut-être, ou peut-être juste plus intéressé par ce qu'il voyait autour de lui. Et puis Raphaël fit quelque chose d'inattendu. Il s'arrêta et regarda directement sa fenêtre. Béatrice recula rapidement, mais pas avant que leurs yeux ne se rencontrent pendant une brève seconde. Même de cette distance, elle vit quand il leva légèrement la tête en reconnaissance. Il savait qu'elle était là, savait qu'elle observait, et il ne sembla ni surpris ni perturbé, juste curieux. Béatrice s'appuya contre le mur à côté de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre, le visage chaud. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi cet homme la cherchait-il? Que voulait-il? En bas, Raphaël continua de marcher dans les jardins avec un petit sourire qui étira ses lèvres pour la première fois depuis longtemps. Alors, il y avait bien quelqu'un dans cette chambre, et qui que ce fût, cette personne était tenue cachée. La question était « pourquoi ?» Il était sur le point de retourner au manoir quand il entendit une voix douce derrière lui. « Monsieur le baron !» Raphaël se retourna et vit Juliette marchant dans sa direction. La jeune fille de 14 ans portait une simple robe de cotonnade jaune, les cheveux blonds, attachés en une tresse lâche, et portait un panier de fleurs fraîchement cueillies. Son visage doux était rougi par la promenade matinale. « Bonjour, mademoiselle Juliette », salua Raphaël avec une politesse formelle. « Bonjour », répondit Juliette, s'arrêtant à quelques pas de lui, les doigts nerveux tripotant l'anse du panier. « Je voulais vous remercier pour notre conversation d'hier. C'était très gentil de votre part de parler des chevaux avec moi. Ma mère et Isabelle pensent toujours que c'est un sujet inapproprié pour les jeunes filles. « Baliverne », dit Raphaël avec fermeté. Les femmes peuvent comprendre les chevaux aussi bien que les hommes. Mon épouse adorait monter à cheval. Elle était meilleure cavalière que la moitié des hommes du domaine. Juliette sourit avec ce sourire genuin qui illuminait son visage. Mais elle devait être merveilleuse. Elle l'était, dit Raphaël, sentant la piqûre familière de la douleur qui venait toujours quand il pensait à Marie-Hélène. Mais c'était une douleur plus douce maintenant, après 3 ans. Une nostalgie qui ne coupait plus comme une lame affûtée, très merveilleuse. Juliette resta silencieuse un instant, puis rassembla son courage et dit doucement « Monsieur le baron, puis-je vous poser une question très audacieuse ?»
Raphaël l'étudia avec attention. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose d'urgent, quelque chose d'important. « Vous le pouvez, dit-il. »« Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Juliette, le regardant directement dans les yeux, avec un courage impressionnant pour une si jeune fille. « Je ne suis pas impoli. Mais il est évident que vous n'êtes pas intéressé par Isabelle. N'importe qui le voit. Alors, pourquoi avez-vous accepté l'invitation de ma mère ?» Raphaël fut surpris par sa franchise, mais décida d'être tout aussi franc. « Mon père a pensé qu'il serait bon pour moi de quitter le domaine, de socialiser. J'ai refusé beaucoup d'invitations ces 3 dernières années. Il a insisté pour que j'accepte celle-ci. Et maintenant vous le regrettez ?» affirma Juliette avec un sourire triste. « Je le regrettais, » corrigea Raphaël, « mais maintenant je suis curieux. »« Curieux ?» répéta Juliette avec une expression confuse. « À propos de quoi ?» Raphaël décida de risquer. Il y avait quelque chose dans cette jeune fille qui inspirait confiance, quelque chose de genuin au milieu de tant de fausseté. « À propos de celle qui est dans la chambre fermée à clé au 1er étage, » dit-il, observant attentivement sa réaction. Le visage de Juliette pâlit visiblement. Sa bouche s'ouvrit sous le choc. Le panier faillit tomber de ses mains. « Comment le savez-vous ?»« J'ai vu quelqu'un à la fenêtre hier soir, » expliqua Raphaël gentiment. « Et votre mère a menti quand j'ai posé des questions sur cette pièce. Alors maintenant, je suis très curieux de savoir qui est tenu caché et pourquoi. » Juliette regarda autour d'elle nerveusement, comme si elle craignait que quelqu'un ne puisse les entendre. Puis elle fit un pas de plus près et dit dans un murmure urgent: « C'est ma cousine Béatrice. Elle vit avec nous depuis 12 ans, depuis la mort de ma tante Claire. Mais ma mère la traite terriblement, la garde cachée chaque fois que nous avons des visites. » « Pourquoi ?» Juliette hésita, mordant sa lèvre inférieure. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux. « Parce que, » l'encouragea Raphaël d'une voix douce, « parce que Béatrice est trop belle, » murmura Juliette avec une honte visible dans sa voix. « Ma mère a peur qu'elle ne vole l'attention de tout prétendant qui viendrait pour Isabelle. Alors elle la garde enfermée dans sa chambre chaque fois que quelqu'un d'important nous rend visite. Elle oblige Béatrice à porter de vieux vêtements, à manger dans la cuisine, à vivre comme une servante, » compléta Raphaël, sentant la colère grandir en lui. Une colère froide et contrôlée, mais de la colère quand même. Juliette acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « J'essaie d'aider quand je peux, je lui apporte des fleurs. Je converse avec elle quand maman et Isabelle sont absentes, mais je ne suis pas assez forte pour changer quoi que ce soit. Je ne suis qu'une enfant. » Raphaël posa sa main sur son épaule d'un geste réconfortant. « Vous avez un cœur bon, Juliette. C'est plus important que la force physique. Et maintenant que je sais, je peux faire quelque chose à ce sujet. »« Vous le ferez ?» demanda Juliette avec l'espoir brillant dans ses yeux rougis par les pleurs. « Vous aiderez vraiment Béatrice ?»« Oui, » promit Raphaël avec conviction. « Mais je dois la connaître d'abord. Je dois lui parler. »« Elle est enfermée, » dit Juliette, essuyant ses larmes. « Maman l'a enfermée avant le dîner hier et n'ouvrira que lorsque vous partirez cet après-midi. » Raphaël réfléchit un instant. « Où votre mère garde-t-elle la clé ? » « Sur le trousseau qu'elle porte toujours à la ceinture, » répondit Juliette. « Elle ne l'enlève jamais. »« Alors je devrais trouver un autre moyen, » murmura Raphaël, plus pour lui-même que pour Juliette. Il regarda le manoir vers la fenêtre du 1er étage où il avait vu l'ombre. « Pouvez-vous donner un message à votre cousine ?»« Je peux essayer, » dit Juliette. « Marianne arrive parfois à monter sans être remarquée. »« Dites-lui que je trouverai un moyen de lui parler, » dit Raphaël. « Et dites-lui de ne pas avoir peur. Je ne lui ferai pas de mal ni ne l'exposerai. Je veux juste la connaître. » Juliette acquiesça vigoureusement. « Je le ferai. Merci, monsieur le baron. Merci beaucoup de vous soucier d'elle. » Raphaël observa Juliette courir vers le manoir, le panier de fleurs se balançant à son bras, et il resta là, debout dans les jardins, regardant cette fenêtre du 1er étage, planifiant.
Il allait rencontrer cette jeune femme mystérieuse. Il allait découvrir pourquoi diable une famille traitait l'une des siennes avec tant de cruauté. Marianne monta rapidement les escaliers pendant l'heure du déjeuner, quand Éléonore et Isabelle étaient absorbées par Antoine dans la salle à manger. Elle apportait de la nourriture à Béatrice, cachée sous un linge, mais elle apportait aussi quelque chose de plus important, un message. « Béatrice », murmura Marianne dès qu'elle entra dans la chambre, refermant la porte derrière elle. « J'ai des nouvelles importantes. » Béatrice se leva de la chaise où elle essayait de lire un vieux livre que Juliette lui avait prêté. « Qu'y a-t-il ? Quelque chose est arrivé. Le baron sait que tu existes, » dit Marianne avec urgence. « Juliette lui a parlé ce matin, lui a tout raconté, et il a dit qu'il voulait te rencontrer. » Béatrice sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. « Il sait ? Juliette a raconté ? Mais pourquoi ? » « Parce qu'il lui a demandé directement, » expliqua Marianne, posant le plateau de nourriture sur la table. « Il a dit qu'il t'avait vu à la fenêtre hier soir, il a dit que Madame Éléonore avait menti sur le fait que la chambre était vide, et Juliette, la pauvre, n'a pas pu lui mentir, elle a tout raconté. » Béatrice s'assit lentement sur le lit, le cœur battant la chamade. « Et qu'a-t-il dit? Il va le raconter à tante Éléonore? Je vais être punie? »« Non, ma petite, » dit Marianne rapidement, et me prenant les mains de Béatrice. « Il a dit à Juliette qu'il voulait t'aider. Il a dit qu'il trouverait un moyen de te parler, et il a dit de ne pas avoir peur de lui. » Béatrice ne savait pas quoi ressentir. Peur, espoir, confusion, tout à la fois. Mais pourquoi? Pourquoi un étranger se soucierait-il de moi? Marianne sourit légèrement. Peut-être parce qu'il reconnaît l'injustice quand il la voit, ou peut-être parce qu'il a bon cœur, même s'il semble froid à l'extérieur. Je ne sais pas, Béatrice, mais je sais que la petite Juliette est revenue avec l'espoir dans les yeux, et elle n'avait jamais eu d'espoir avant en ce qui te concerne. Béatrice se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les jardins en bas. Elle pouvait voir une partie de la véranda où le déjeuner était servi. Elle pouvait voir les ombres des gens se mouvoir. Et soudain, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle sentit que peut-être, juste peut-être sa vie pourrait changer, que peut-être cet homme froid au regard distant pourrait être le changement qu'elle n'avait jamais osé demander, que peut-être le destin était enfin en sa faveur après 12 ans de douleur. « Mange quelque chose » l'encouragea Marianne gentiment. « Tu as besoin de force pour affronter ce qui t'attend. » Béatrice mangea mécaniquement sans sentir le goût de la nourriture. Son esprit était trop agité. Que voulait Raphaël? Comment allait-il pouvoir lui parler avec Éléonore, surveillant tout comme un faucon? Et que se passerait-il quand ils se rencontreraient enfin face à face? L'occasion se présenta plus tôt que quiconque ne l'avait espéré. Juste après le déjeuner, Éléonore annonça qu'elle devait se rendre d'urgence au village pour régler une affaire avec le tailleur, concernant une robe qu'Isabelle avait commandée. Isabelle insista pour l'accompagner et elles emmenèrent tous les domestiques, à l'exception de Marianne, qui était occupée dans la cuisine. Juliette resta au manoir sous prétexte de maux de tête, et les autres, Raphaël et Antoine, restèrent se reposer dans leur chambre, échappant à la chaleur brutale de l'après-midi, ou du moins c'est ce qu'Éléonore pensait. Dès que le carrosse disparut au portail, levant la poussière sur le chemin, Juliette courut jusqu'à la cuisine, où Marianne faisait la vaisselle. « Elles sont parties !» annonça-t-elle, essoufflée. « C'est l'occasion. » Marianne s'essuya rapidement les mains. « Je vais chercher le baron. » Elle trouva Raphaël, lisant dans la bibliothèque, une petite pièce avec des étagères poussiéreuses et de vieux livres. « Monsieur le baron, » dit Marianne, faisant une révérence respectueuse, « si vous voulez toujours rencontrer la petite Béatrice, c'est le moment. Éléonore est sortie et ne rentrera pas avant 2 heures. » Raphaël ferma le livre immédiatement et se leva. « Elle est toujours enfermée ? » « Oui, monsieur, mais je sais où se trouve une clé de rechange. » Marianne sortit une clé rouillée de la poche de son tablier.
Éléonore ne sait pas que je l'ai. J'ai réussi à en faire une copie il y a des années, justement pour pouvoir apporter à manger à Béatrice quand elle est enfermée. Menez-moi à elle, dit Raphaël d'une voix ferme. Marianne le guida par les escaliers grinçants jusqu'au premier étage, par un couloir étroit, aux murs de papier peint écaillé, jusqu'à une porte en bois au bout. Elle frappa doucement. « Béatrice, c'est moi. Je vais ouvrir la porte. Ne t'inquiète pas. » Elle tourna la clé dans la serrure et ouvrit la porte, révélant la petite pièce, éclairée par la lumière crue de l'après-midi qui entrait par la fenêtre. Et là, debout au milieu de la pièce, avec une simple robe de cotonnade délavée, les cheveux noirs détachés tombant en vagues dans son dos, les immenses yeux noisettes, écarquillés de surprise et de peur, se tenait Béatrice Moreau. Raphaël s'arrêta sur le seuil de la porte, la regardant, et sentit comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac, lui coupant le souffle. Elle était la femme la plus belle qu'il ait jamais vue de toute sa vie. Ce n'était pas seulement une beauté physique, bien qu'elle en possédât en abondance, c'était quelque chose de plus, quelque chose dans ses yeux qui parlait d'une douleur supportée avec dignité, quelque chose dans sa posture qui révélait une force cachée sous une soumission forcée, quelque chose dans son visage qui révélait une bonté qui avait survécu, malgré une cruauté constante. « Monsieur le baron !» murmura Béatrice d'une voix douce comme le miel, faisant une révérence tremblante sans le quitter des yeux. « Marianne a dit que vous vouliez me rencontrer. » Raphaël entra lentement dans la chambre pour ne pas l'effrayer. Marianne recula, fermant la porte, mais restant à l'extérieur, montant la garde. « Oui, » dit Raphaël, retrouvant sa voix. « Finalement, je le voulais. Je suis Béatrice Moreau, compléta-t-elle. Je sais qui vous êtes. Tout le monde dans la région connaît le baron du domaine de Sainte-Croix-du-Val. » Ils restèrent là, debout, se regardant pendant de longues secondes. Raphaël remarqua comment elle maintenait une distance de sécurité, comment ses doigts s'entrelaçaient nerveusement devant son corps, comment elle respirait trop vite. Elle était effrayée, mais elle essayait d'être courageuse. « Juliette m'a parlé de votre situation ici, » dit Raphaël gentiment, « de la façon dont votre tante vous traite, de la façon dont elle vous garde caché. » Béatrice baissa les yeux de honte, ses joues se teintant de rouge. Elle n'aurait pas dû raconter, cela va causer des problèmes. « Pas pour vous, » promit Raphaël, faisant un pas de plus. « Mais peut-être pour qui mérite d'avoir des problèmes. Votre tante n'a pas le droit de vous traiter ainsi. Vous faites partie de sa famille. »« Je suis un fardeau, » dit Béatrice d'une voix étranglée, répétant les mots qu'elle avait entendus 1000 fois. « Une bouche de plus à nourrir. Elle m'a accueillie quand ma mère est morte. Je devrais être reconnaissante. Accueillir quelqu'un ne donne pas le droit d'abuser de cette personne, » dit Raphaël avec une colère grandissante dans sa voix. « Vous ne devriez pas vivre enfermé dans une chambre. Vous ne devriez pas porter de vieux vêtements. Vous ne devriez pas être traitée comme une servante. » Béatrice le regarda enfin à nouveau, et Raphaël vit des larmes briller dans ses yeux noisettes. « Et que puis-je faire, monsieur le baron ? Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas de famille en dehors d'ici. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. » Raphaël fit un pas de plus, s'approchant, jusqu'à n'être qu'à un bras d'elle. « Vous avez de la dignité, vous avez de la valeur, et maintenant vous avez quelqu'un qui sait la vérité et ne laissera pas cela continuer. »« Vous me connaissez à peine, » murmura Béatrice. « Pourquoi vous souciez-vous » Raphaël n'avait pas de réponse rationnelle à cette question. Il savait seulement que depuis le moment où il avait vu cette ombre à la fenêtre, depuis le moment où Juliette lui avait raconté la vérité, depuis le moment où il était entré dans cette chambre et avait vu son visage, quelque chose avait changé en lui. Quelque chose qui était mort depuis 3 ans avait commencé à s'éveiller, quelque chose qu'il pensait ne plus jamais ressentir. « Je ne sais pas, » admit-il avec une honnêteté brutale, « mais je m'en soucie. » Ils restèrent là, se regardant, tandis que l'après-midi avançait dehors et que le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon. Et quelque chose passa entre eux à ce moment. Quelque chose de silencieux mais puissant,
quelque chose qu'aucun des deux n'était préparé à nommer, mais que tous deux ressentaient avec une intensité effrayante, une reconnaissance, une connexion, un espoir, et peut-être, juste peut-être le ténu éveil de quelque chose qui pourrait un jour devenir de l'amour. Raphaël passa les 20 minutes suivantes à converser avec Béatrice, tandis que Marianne montait la garde à la porte. Il lui posa des questions sur sa vie, sur sa mère, sur les 12 années vécues dans cette maison. Et Béatrice répondit d'une voix douce, racontant des choses qu'elle n'avait jamais racontées à personne, à part Marianne et Juliette. Elle raconta comment sa mère Claire faisait les plus belles dentelles au fuseau, enseignant Béatrice dès son plus jeune âge. Elle raconta comment elle était arrivée dans ce manoir orpheline et effrayée à l'âge de 11 ans. Elle raconta les vieilles robes, les repas dans la cuisine, les nuits enfermées dans sa chambre, chaque fois qu'il y avait des visites importantes. Et Raphaël écouta tout avec une attention totale, sentant la colère grandir à chaque nouvelle révélation de cruauté. « Cela doit cesser, » dit-il finalement, avec une détermination de fer dans la voix. « Vous ne pouvez pas continuer à vivre ainsi. »« Mais que puis-je faire ?» demanda Béatrice avec désespoir dans la voix. « Je n'ai pas le choix. »« Il y a toujours des choix, » répondit Raphaël. Il était sur le point d'en dire plus quand ils entendirent Marianne frapper à la porte avec urgence. « Elles sont de retour, » murmura Marianne, ouvrant la porte. « Le carrosse vient d'entrer au portail. Vous devez partir maintenant. » Raphaël regarda Béatrice avec urgence. « Je vais trouver quelque chose. Je vais trouver un moyen de vous faire sortir d'ici. Vous me faites confiance. » Béatrice le regarda dans les yeux, cherchant quoi? Sincérité, honnêteté, et trouva les deux la regardant en retour. « Je vous fais confiance, » murmura-t-elle. « Alors attendez, cela ne tardera pas. » Raphaël prit sa main et la serra gentiment pendant une brève seconde. Et à ce contact, à ce simple contact de peau à peau, tous deux sentirent un courant électrique passer entre eux. Raphaël relâcha rapidement sa main et quitta la chambre. Marianne referma la porte à clé et ils descendirent les escaliers en courant en silence. Raphaël retourna à la bibliothèque et reprit le livre qu'il était en train de lire comme s'il n'avait jamais bougé de là. Quand Éléonore et Isabelle entrèrent dans le manoir quelques minutes plus tard, se plaignant de la chaleur et de l'incompétence du tailleur, elles trouvèrent Raphaël lisant tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé, quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout pour toujours. Raphaël de Tavès avait vu Béatrice Moreau, avait conversé avec elle, avait tenu sa main et avait senti son cœur, mort depuis 3 ans, recommencer à battre avec une force qui l'effrayait. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, ne savait pas encore ce qu'il ferait à ce sujet, mais il savait une chose avec une certitude absolue. Il n'allait pas laisser cette jeune femme continuer à souffrir dans cette maison. Il n'allait pas la laisser être traitée comme rien quand elle était tout ce qu'il ne savait pas qu'il cherchait. Il allait la sauver d'une manière ou d'une autre, même si cela signifiait défier les conventions sociales, affronter la fureur d'Éléonore de Valois ou risquer sa propre réputation. Béatrice Moreau méritait d'être libre, et Raphaël de Tavès allait s'assurer qu'elle le fût. Cette nuit-là, pendant le dîner d'adieu, Raphaël fit quelque chose d'inattendu. Il regarda directement Éléonore et dit d'une voix ferme qui portait une autorité incontestable. « Madame de Valois, je voudrais vous inviter, ainsi que vos filles, à visiter mon domaine la semaine prochaine. Mon père et moi serions honorés de vous recevoir. » Éléonore faillit laisser tomber son verre de vin. Ses yeux brillèrent d'un triomphe mal dissimulé. « Monsieur le baron, ce serait un immense honneur. Bien sûr, nous acceptons. »« Excellent, » dit Raphaël, gardant son visage neutre. « Toutes les trois, vous, Isabelle et Juliette. » Il fit une pause significative. « Et votre nièce aussi, bien sûr, Béatrice. » Le silence qui tomba sur la table fut absolu. Éléonore pâlit visiblement. Isabelle laissa tomber sa fourchette avec un tintement bruyant. Juliette écarquilla les yeux, choquée et pleine d'espoir. « Je ne comprends pas, » balbutia Éléonore, essayant de retrouver son calme. « Béatrice est... »
Elle ne sort généralement pas, elle préfère rester à la maison. Alors ce sera une bonne occasion pour elle de découvrir la région, dit Raphaël, d'un ton qui n'admettait aucune discussion. J'insiste pour qu'elle vienne. Après tout, il serait discourtois d'exclure un membre de la famille d'une si agréable promenade. Éléonore ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Elle ne pouvait refuser sans paraître cruelle et suspecte. Elle ne pouvait admettre qu'elle gardait sa nièce cachée. Elle ne pouvait rien faire, sauf accepter. « Bien sûr », dit-elle finalement d'une voix étranglée. « Béatrice viendra aussi. » Raphaël sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux, c'était un sourire de victoire. « Excellent, j'enverrai mon carrosse les chercher jeudi prochain, à 10 heures du matin. D'ici là. » Et avec cela, Raphaël avait tout changé. Il avait forcé Éléonore à sortir Béatrice de sa captivité. Il avait créé l'occasion de mieux la connaître. Il avait fait le premier pas pour la libérer. En haut, dans sa chambre fermée à clé, Béatrice ne savait rien de tout cela encore, mais elle était assise à la fenêtre, regardant les étoiles et sentant quelque chose d'étrange et de nouveau dans sa poitrine. Elle ressentait de l'espoir, réel, genuin, puissant espoir. Et quand Marianne monta plus tard pour raconter les nouvelles, pour raconter l'invitation de Raphaël et comment il avait insisté pour que Béatrice l'accompagne, Béatrice pleura. Elle pleura des larmes de soulagement et de peur et d'espoir mêlés, parce que pour la première fois en 12 ans, elle allait quitter ce manoir. Elle allait voir le monde au-delà de ces murs qui l'emprisonnaient. Elle allait passer du temps avec l'homme aux yeux perçants qui l'avait regardée comme si elle était quelqu'un qui comptait, pas seulement une ombre invisible. « Il a fait ça pour toi, » dit Marianne, essuyant les larmes du visage de Béatrice avec tendresse. « Il a fait ça pour te libérer. »« Pourquoi ?» demanda Béatrice pour la 1000e fois. « Pourquoi se soucie-t-il » Marianne sourit avec la sagesse de celle qui avait beaucoup vécu et beaucoup vu. « Parce que parfois, ma petite, le destin place les bonnes personnes dans nos vies, exactement quand nous en avons le plus besoin. Et peut-être, juste peut-être, tu es aussi la bonne personne dans sa vie. » Béatrice ne savait pas si elle y croyait, ne savait pas si elle osait croire. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle dormit avec un sourire sur les lèvres et rêva d'yeux perçants et d'une voix ferme, promettant que tout allait changer, qu'elle allait être libre, qu'elle comptait. Les jours suivants passèrent comme un brouillard épais pour Béatrice. Éléonore était furieuse, mais contenue, après tout. Elle ne pouvait pas montrer ouvertement sa colère sans révéler la cruauté avec laquelle elle traitait sa nièce. Isabelle alternait entre des silences hostiles et des commentaires malveillants, chaque fois que sa mère n'était pas là. Seule Juliette rayonnait d'une joie genuine, aidant Béatrice à se préparer pour cette visite qui changerait tout. « Tu as besoin d'une robe décente », dit Juliette le mercredi matin, la veille de la visite au domaine. Elles étaient dans la chambre de Béatrice. La porte était fermée à clé pour garantir l'intimité. « Tu ne peux pas y aller vêtue de ces vieux vêtements. Raphaël sera furieux s'il se rend compte que maman ne t'a rien donné d'approprié. » Béatrice regarda les 3 robes usées accrochées dans son armoire. Toutes étaient des restes d'Isabelle. Toutes avaient des taches ou des déchirures mal raccommodées. « Je n'ai rien de mieux, Juliette. Tu le sais. » Juliette se mordit la lèvre pensivement, puis ses yeux brillèrent de détermination. « Attends ici, je reviens tout de suite. » Elle sortit en courant et revint 15 minutes plus tard, portant un grand paquet. « Cette robe est à moi, » dit-elle en déballant une robe en mousseline bleu clair avec de délicates fleurs brodées à l'ourlet. « Je l'ai fait faire l'année dernière, mais je ne l'ai jamais portée parce que la couleur ne m'allait pas bien. Mais sur toi, elle sera parfaite. » Béatrice toucha le tissu doux avec des doigts tremblants. « Juliette, je ne peux pas accepter. Ta mère le remarquera, elle te punira. »« Non, » dit Juliette avec conviction, « elle ne se souvient même pas que cette robe existe, et même si elle le remarquait, que ferait-elle? Te l'enlever devant le baron Raphaël. Elle sait qu'il surveille la façon dont tu es traité.
Elle ne prendra pas le risque. Béatrice serra sa cousine dans ses bras, les larmes aux yeux. Merci. Merci d'être toujours gentille avec moi quand personne d'autre ne l'est. Tu es comme une sœur pour moi, murmura Juliette rendant l'étreinte. Tu l'as toujours été. Et je déteste la façon dont maman te traite. Si je pouvais changer les choses, je le ferais. Cette nuit-là, Béatrice essaya la robe bleue avec l'aide de Marianne. Elle lui allait parfaitement, rehaussant sa taille fine et soulignant ses yeux noisettes. Marianne attacha ses cheveux noirs en un chignon simple, mais élégant, laissant quelques boucles lâches encadrer son visage. « Tu es magnifique, ma petite », dit Marianne avec une fierté maternelle brillant dans ses yeux. « Cet homme ne pourra pas te quitter des yeux. » Béatrice rougit intensément. « Il ne s'agit pas de ça, Marianne. Il veut juste m'aider parce qu'il a vu une injustice. »« C'est ça, » dit Marianne avec un sourire entendu. « Continue de te le dire à toi-même. Mais j'ai vu la façon dont il t'a regardé ce jour-là. Ce n'était pas seulement de la pitié, non. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. » Béatrice ne répondit pas, mais son cœur s'accéléra en pensant à Raphaël, à ses yeux perçants, à cette voix ferme promettant le changement, à ce bref contact des mains qui avait envoyé de l'électricité dans tout son corps. Elle se coucha cette nuit-là, peinant à dormir, anxieuse et effrayée, à parts égales. Demain, elle verrait Raphaël à nouveau. Demain, elle connaîtrait sa maison, sa vie, son jeune fils. Demain, peut-être, elle découvrirait si tout cet espoir qui grandissait dans sa poitrine avait un fondement, ou si ce n'était qu'un rêve de plus, destiné à se briser. Le jeudi matin, Béatrice se réveilla avant l'aube avec l'estomac noué de nervosité. Elle pouvait entendre Éléonore et Isabelle se préparer dans leur chambre, discutant de la robe à porter pour aller chez la modiste. Marianne entra avec le petit déjeuner et un sourire conspirateur. Elles vont sortir dans une demi-heure. Juliette est déjà au courant du plan et montra la garde. Dès qu'elles seront sorties, nous te préparerons et tu partiras. Béatrice mangea sans sentir le goût de la nourriture. Elle entendit les voix d'Éléonore et d'Isabelle descendant les escaliers, entendit la porte d'entrée se fermer, entendit le carrosse partir, et puis Juliette entra en courant dans la chambre. « Elles sont parties vite, Béatrice. Tu as 1h30 maximum avant qu'elles ne reviennent. » Marianne et Juliette aidèrent Béatrice à s'habiller avec la robe bleue que Juliette lui avait donnée. Marianne attacha ses cheveux en un chignon simple mais joli. Juliette lui prêta un châle de dentelle pour couvrir ses épaules. « Tu es magnifique, » dit Juliette, les larmes aux yeux. « Et je suis si heureuse pour toi. Le baron Raphaël est un homme bon. Il prendra soin de toi. » « Nous ne savons pas ce qu'il veut dire, » dit Béatrice nerveuse. « Peut-être est-ce juste. » « Béatrice, » interrompit Marianne avec fermeté, « cet homme ne risquerait pas sa réputation et la tienne en écrivant des lettres secrètes si ce n'était que n'importe quoi. Il a des intentions sérieuses. Maintenant, va, avant que nous ne perdions courage. » Béatrice descendit les escaliers silencieusement. La maison était calme. Seuls quelques domestiques travaillaient à l'arrière. Elle sortit par la porte latérale qui donnait sur les jardins. Elle marcha rapidement jusqu'à la porte de derrière, rarement utilisée, et sortit dans la rue. C'était la première fois en 12 ans que Béatrice sortait du manoir seule. La liberté était enivrante et terrifiante à la fois. Elle marcha dans les rues du village, le cœur battant à tout rompre, regardant autour d'elle, craignant d'être reconnue, craignant que quelqu'un ne le raconte à Éléonore. Mais le village était relativement vide à cette heure de la matinée. La plupart des gens travaillaient ou s'occupaient de leur maison. Béatrice arriva sur la place de l'église 5 minutes avant 10 heures, et il était là. Raphaël de Tavès se tenait à l'ombre d'un vieux manguier vêtu de vêtements simples mais nobles, les cheveux noirs légèrement ébouriffés par le vent qui commençait à souffler. Il regardait la rue comme s'il attendait depuis des heures, et quand ses yeux rencontrèrent Béatrice, tout son visage s'illumina. Il marcha rapidement vers elle, s'arrêtant à une distance respectueuse, mais avec des yeux qui disaient tout ce que ses mots ne pouvaient pas. « Vous êtes venu, dit-il d'une voix rauque d'émotion. « J'avais peur que vous ne puissiez pas. »
J'ai failli ne pas pouvoir, admit Béatrice. Tante Éléonore surveille chacun de mes mouvements depuis la visite au domaine, mais Marianne et Juliette m'ont aidé. Nous devons parler, dit Raphaël regardant autour de lui. Mais pas ici où tout le monde peut nous voir. Vous me faites confiance? Je vous fais confiance, répondit Béatrice, sans hésiter. Raphaël la guida par une rue latérale jusqu'à une petite auberge qui se trouvait à la sortie du village. C'était un endroit simple mais respectable où les voyageurs s'arrêtaient pour se reposer. Ils entrèrent dans un salon privé que le propriétaire réservait aux conversations d'affaires. Dès que la porte se ferma, Raphaël se tourna vers Béatrice avec urgence. « Nous devons agir vite. Votre tante fait des projets pour vous éloigner de moi définitivement. » Béatrice sentit le sang se figer. « Comment le savez-vous » ? Mon père a entendu des rumeurs au village. Éléonore essaie d'arranger un mariage pour vous avec un vieux baron qui vit à la campagne, un homme de 60 ans, 3 fois veuf. Elle veut vous envoyer loin avant que je ne puisse intervenir. Béatrice s'assit sur une chaise, sentant ses jambes faibles. Non, non, elle ne peut pas. Elle le peut, dit Raphaël, s'agenouillant devant elle et prenant ses mains. Vous êtes juridiquement dépendante d'elle. Elle peut prendre des décisions concernant votre avenir, à moins que... À moins que quoi? Demanda Béatrice avec désespoir. Raphaël respira profondément. À moins que vous ne m'épousiez. Le monde s'arrêta. Béatrice le regarda, les yeux écarquillés, incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Quoi? Qu'avez-vous dit? Épousez-moi, répéta Raphaël d'une voix ferme, malgré les mains tremblantes qui tenaient les siennes. Je sais que c'est trop rapide, je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais que vous pourriez penser que je ne ressens que de la pitié. Mais ce n'est pas de la pitié, Béatrice, c'est beaucoup plus que cela. Il se leva et commença à marcher dans la pièce, passant les mains dans ses cheveux, frustré. Depuis cette nuit où je vous ai vu à la fenêtre, depuis cette conversation dans votre chambre, depuis le jour où vous êtes venu au domaine et que Michel est tombé amoureux de vous, depuis que je vous ai vu monter pour la première fois avec ce sourire sur votre visage, je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. Raphaël s'arrêta et se tourna vers elle. Pendant 3 ans, j'ai vécu comme mort à l'intérieur. Je m'occupais du domaine, j'élevais mon fils, je respirais, mais je ne vivais pas. Et puis vous êtes apparu et soudain je veux me réveiller le matin. Soudain je souris, soudain je ressens. Béatrice pleurait sans s'en rendre compte. Béatrice, je ne vous demande pas de m'aimer maintenant, continua-t-il, s'approchant à nouveau. Je vous demande une chance de vous sortir de cette maison, une chance de vous donner la vie que vous méritez, une chance de construire quelque chose ensemble, même si cela ne commence que par l'amitié et le respect mutuel. Il s'agenouilla à nouveau, prenant ses mains. Michel a besoin d'une mère, j'ai besoin d'une compagne, et vous avez besoin de liberté. Nous pouvons nous donner ces choses, nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne, et peut-être qu'avec le temps, nous pourrons avoir plus. Béatrice le regarda dans les yeux et vit une sincérité absolue. Elle vit de l'espoir, elle vit la même solitude qu'elle ressentait en elle-même se refléter, et elle vit quelque chose de plus. Elle vit le commencement d'un amour véritable, germé comme une graine plantée en terre fertile. « J'accepte, dit-elle d'une voix ferme, malgré les larmes. J'accepte de vous épouser. » Raphaël ferma les yeux un instant, comme s'il remerciait les cieux. Puis il les ouvrit et sourit de ce sourire rare qui transformait complètement son visage sévère. « Vous faites de moi l'homme le plus heureux de la région. »« Mais comment ?» demanda Béatrice. Tante Éléonore ne consentira jamais et je ne peux pas me marier sans son consentement en tant que ma tutrice. Vous le pouvez, dit Raphaël. Vous avez 23 ans. Selon la loi, vous pouvez vous marier avec le consentement d'un juge si la tutrice refuse sans motif valable. J'ai déjà parlé au juge de paix du canton. Il est un ami de la famille. Il nous aidera. Raphaël sortit quelques papiers de sa poche. Mais j'ai besoin que vous signiez ceci. C'est une déclaration affirmant votre désir de m'épouser de votre plein gré, et que votre tante vous en empêche sans motif valable, et que vous recherchez une protection légale.
Béatrice prit les papiers avec des mains tremblantes, lut chaque mot attentivement, et puis prit la plume que Raphaël offrait et signa d'une écriture ferme. « C'est fait, » dit Raphaël, rangeant les papiers. « Maintenant, je vais voir le juge aujourd'hui même. Dans 2 jours, nous aurons l'autorisation. Et puis, nous nous marierons immédiatement. Vous viendrez vivre au domaine avec moi, avec Michel et mon père. Éléonore ne pourra rien faire. » « Et Juliette ?» demanda Béatrice soudain. « Je ne peux pas abandonner Juliette. Elle est la seule qui a toujours été bonne avec moi. Elle souffrira quand je partirai. » Raphaël sourit. « J'y ai déjà pensé. Juliette peut aussi venir vivre avec nous si elle le souhaite. Elle peut être votre dame de compagnie. Éléonore ne peut pas l'en empêcher car Juliette a 14 ans et peut choisir où elle veut vivre si elle a un tuteur approprié disposé à l'accueillir. Étant mon épouse, vous pouvez être sa tutrice. » Béatrice sentit encore des larmes de soulagement. « Et Marianne, elle a toujours pris soin de moi. Je ne peux pas la laisser derrière. »« Marianne viendra aussi si elle le souhaite, » promit Raphaël. « Je lui offrirai un travail digne au domaine avec un salaire juste. Toutes les personnes que vous aimez seront en sécurité, Béatrice. Vous avez ma parole. » Béatrice se leva et, sans y penser à 2 fois, serra Raphaël dans ses bras avec force. Il se raidit un instant de surprise, puis rendit l'étreinte, l'enlaçant avec soin comme si elle était trop fragile pour serrer trop fort. « Merci, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Merci de me sauver. Merci de me voir. Merci de vous soucier. »« Non, » dit Raphaël, la repoussant un peu pour pouvoir la regarder dans les yeux. « Merci de me faire revivre, d'apporter de la lumière à ma maison, de faire sourire mon fils de vérité, de me faire sentir que peut-être je peux à nouveau avoir un avenir heureux. » Ils restèrent là, immobiles, se regardant, et Béatrice sentit quelque chose changer définitivement en elle. Ce n'était plus seulement de la gratitude, ce n'était plus seulement de l'espoir, c'était quelque chose de plus chaud, de plus profond, de plus effrayant. L'amour naissant. Béatrice retourna au manoir, le cœur battant à tout rompre et l'esprit tourbillonnant. Elle n'avait que 2 jours. 2 jours avant que sa vie ne change complètement. 2 jours avant d'épouser Raphaël et de quitter cette maison pour toujours. Marianne et Juliette l'attendaient anxieuses. Quand Béatrice raconta la demande en mariage, Juliette cria de joie et Marianne pleura, la serrant dans ses bras comme une mère serre sa fille. « Je viens avec vous ?» demanda Juliette avec l'espoir brillant dans ses yeux. « Pour de vrai ?»« Pour de vrai », confirma Béatrice. « Raphaël a dit que tu pouvais être ma dame de compagnie. Tu vivras avec nous au domaine, tu étudieras. Tu auras des maîtres de musique et de peinture, si tu veux. Tu auras la vie que tu mérites. » Juliette serra Béatrice dans ses bras, pleurant de bonheur. « J'ai toujours rêvé de quitter cette maison, j'ai toujours rêvé d'avoir une vraie famille, et maintenant je l'aurai avec toi. »« Et moi ?» demanda Marianne hésitante. « Vous parliez sérieusement de me prendre ?» Raphaël a offert un travail juste, avec un salaire au domaine, dit Béatrice. Mais pas comme esclave ou servante, comme employée libre et respectée. Vous n'avez pas besoin d'accepter si vous ne voulez pas. Je sais que vous avez votre vie ici. Ma vie ici est de prendre soin de vous, interrompit Marianne avec fermeté. Ça l'a toujours été. Où que vous alliez, j'irai jusqu'au bout du monde s'il le faut. Les 3 s'étreignirent, pleurant des larmes de soulagement, de peur et d'espoir mêlés. Mais le bonheur fut de courte durée. Cette nuit-là, pendant le dîner, Éléonore fit une annonce qui glaça le sang de Béatrice. « J'ai des nouvelles, » dit Éléonore avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « J'ai reçu aujourd'hui une proposition très intéressante. Monsieur Ambroise de la Croix, un respectable baron de la campagne, a demandé la main de Béatrice en mariage. » Isabelle écarquilla les yeux. Ambroise de la Croix, mais il a plus de 60 ans, et on dit que ses 3 épouses sont mortes dans des circonstances étranges. « Baliverne ?» rejeta Éléonore. « Les femmes meurent en couches, c'est courant. L'important est qu'il est riche et qu'il est prêt à épouser Béatrice, même si elle n'a pas de dot. J'ai accepté en son nom.
Le mariage aura lieu la semaine prochaine. »« Non !» explosa Béatrice, se levant de sa chaise si vite qu'elle faillit la renverser. « Je n'épouserai pas cet homme !» Éléonore la regarda avec froideur. « Tu n'as pas le choix. Je suis ta tutrice légale. Je décide de ton avenir, et j'ai décidé que tu épouserais Ambroise de la Croix et déménagerais sur son domaine à la campagne, loin d'ici. Loin du baron Raphaël, qui t'a rempli la tête de fantaisies ridicules. »« Vous ne pouvez pas faire ça !» cria Béatrice. « Je le peux et je le ferai, » dit Éléonore en se levant aussi. « Tu es ma responsabilité et je remplirai cette responsabilité en te mariant à un homme respectable qui peut te subvenir. » Affaire classée. Juliette pleurait en silence sur sa chaise. Béatrice la regarda, puis Éléonore, et prit la décision la plus courageuse de sa vie. « Je ne l'épouserai pas, » dit-elle d'une voix ferme, « parce que je suis déjà fiancée à un autre homme, au baron Raphaël de Tavès. » Le silence qui tomba sur la table fut absolu. Éléonore pâlit, puis devint rouge de fureur. Isabelle laissa tomber sa fourchette avec un fracas. Juliette arrêta de pleurer, écarquillant les yeux. « Oh, qu'as-tu dit ?» siffla Éléonore dangereusement. « Raphaël m'a demandé en mariage. J'ai accepté. Nous allons nous marier dans 2 jours avec l'autorisation du juge, puisque vous refuserez de donner votre consentement. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'empêcher. » Éléonore marcha autour de la table si vite que Béatrice n'eut pas le temps de s'écarter. La gifle qui frappa son visage fut assez forte pour faire tourner sa tête et laisser la marque de 5 doigts sur sa joue. « Sale vagabonde ingrate !» cria Éléonore. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai accueillie quand tu es devenue orpheline. Je t'ai donné un toit, de la nourriture, des vêtements, et c'est ainsi que tu me remercies en séduisant un homme riche dans mon dos. Ah, vous n'avez rien fait pour moi !» cria Béatrice en retour, la joue en feu, mais la voix ferme. « Vous m'avez enfermée dans une chambre, m'avez vêtue de haillons, m'avez fait manger dans la cuisine, m'avez traitée comme une servante pendant 12 ans. Raphaël m'offre ce que vous ne m'avez jamais donné. Respect, dignité, liberté. » Éléonore leva la main pour frapper à nouveau, mais Juliette se plaça entre elles. « Non !» cria la jeune fille. « Ne la frappez plus. Béatrice a raison. Vous l'avez toujours traitée horriblement et j'irai avec elle quand elle partira. »« Tu n'iras nulle part !» rugit Éléonore. « J'irai !» cria Juliette avec un courage qu'elle n'avait jamais démontré. « Raphaël a dit que je pouvais être la dame de compagnie de Béatrice. Je vivrai au domaine avec eux, et vous ne pouvez pas m'en empêcher. » Éléonore regarda les 2 jeunes femmes, debout devant elle avec défi dans les yeux, et réalisa qu'elle avait perdu. Elle réalisa que son pouvoir sur elle était terminé. Elle réalisa que Raphaël de Tavès avait détruit tout ce qu'elle avait construit. « Sortez !» dit-elle d'une voix tremblante de rage impuissante. « Sortez de ma vue avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterons. » Béatrice et Juliette coururent vers la chambre de Béatrice. Marianne était déjà là, attendant, ayant tout entendu de la cuisine. Les 3 s'enfermèrent ensemble, tandis qu'elles entendaient Éléonore casser des objets à l'étage inférieur, hurlant de fureur. « 2 jours, » dit Béatrice, respirant profondément, essayant de calmer son cœur battant à tout rompre. « Nous n'avons qu'à tenir 2 jours de plus, et alors nous serons libres. » « Elle pourrait essayer de t'enfermer, » avertit Marianne. « Elle pourrait essayer de t'empêcher de sortir le jour du mariage. »« Alors j'enverrai une lettre à Raphaël demain matin, » décida Béatrice. « Il doit savoir ce qui s'est passé. Il doit être préparé. » Cette nuit-là, Béatrice écrivit sa première lettre à Raphaël. Elle raconta la proposition d'Ambroise de la Croix, la confrontation avec Éléonore, la peur d'être empêchée d'arriver à la cérémonie, et demanda qu'il vienne la chercher plus tôt, si possible. Marianne remit la lettre à Thomas au marché le lendemain, et cet après-midi-là, Raphaël apparut au manoir avec Antoine et le juge de paix du canton. L'expression sur son visage, quand il vit la marque encore rouge sur la joue de Béatrice, fut de fureur contenue, mais il garda son calme par un pur effort de volonté. « Madame de Valois, dit-il d'une voix qui coupait comme de la glace, « je suis venu chercher ma fiancée.
Le juge est ici pour témoigner qu'elle vient avec moi de son plein gré et que toute tentative de l'en empêcher sera considérée comme un enlèvement. » Éléonore était pâle, mais tenta de garder sa dignité. « Elle est mineure sous ma tutelle. »« Elle a 23 ans, » interrompit le juge. « Elle est majeure et a le droit légal de choisir son propre mari. Monsieur Raphaël de Tavès est venu avec des intentions honorables. Il l'épousera demain à l'église, avec ma bénédiction. Madame n'a aucune base légale pour l'empêcher. »« Venez, Béatrice, » dit Raphaël, lui tendant la main. « Prenez vos affaires. Vous venez avec moi maintenant. » Béatrice regarda Juliette. « Et ma cousine vient aussi, » dit Raphaël. « Juliette, prenez ce qui vous appartient. Vous êtes la bienvenue chez moi. » Les deux jeunes femmes coururent prendre leurs affaires. Béatrice n'avait presque rien, juste quelques vieilles robes, le coussin de dentelle que sa mère lui avait donné et les quelques lettres que Raphaël avait écrites. Juliette prit des vêtements et quelques livres. Marianne attendait déjà avec un petit baluchon de ses affaires. Quand elles descendirent, Éléonore était assise dans le salon, semblant avoir vieilli de 10 ans. Isabelle pleurait de rage et d'humiliation, et Raphaël attendait avec la patience de celui qui sait qu'il a déjà gagné. « Allons-y, dit-il, guidant Béatrice, Juliette et Marianne dehors. Béatrice s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. « Adieu, tante Éléonore. J'espère qu'un jour vous comprendrez que ce que vous avez fait était cruel, et j'espère que vous trouverez la paix. » Et puis elle quitta ce manoir pour la dernière fois. Elle monta dans le carrosse de Raphaël. Elle sentit Juliette serrer sa main d'un côté et Marianne de l'autre. Et quand le carrosse commença à bouger, elle regarda par la fenêtre, voyant la maison qui avait été sa prison pendant 12 ans s'éloigner. « C'est fini, » murmura Raphaël, assis en face d'elle. « Vous êtes libre maintenant. » Et Béatrice, le regardant dans les yeux, sut que c'était vrai. Elle était libre, et demain serait le premier jour de sa nouvelle vie. Raphaël ouvrit la lettre d'Éléonore avec une expression tendue. « Béatrice est. »